Bonjour à tous. En fait, rebonjour à ceux que je vois d'année en année et bienvenue à tous ces gens qui découvrent l'association que j'aimerais remercier chaleureusement là, de m'inviter et de penser encore que je suis toujours pertinent d'année en année. C'est ma troisième visite ici. La première conférence que j'ai donnée il y a quelques années, dans le fond, à travers cette conférence-là, on tentait d'explorer au quotidien les différents défis qu'une personne, un jeune, un adolescent, un adulte peut vivre dans son quotidien, dans différents contextes du quotidien également, donc au-delà du milieu scolaire. Dans la deuxième conférence, on a regardé les troubles qui sont associés à la dysphasie, parce qu'il y a la dysphasie, mais il y a souvent aussi des défis qui vont toucher d'autres éléments, donc parfois la mémoire, parfois l'attention, les fonctions aussi de gestion de l'information. Mais cette année, j'avoue que c'est ma conférence préférée parce que là, on arrive avec, pour moi, quelque chose qui est une solution globale en termes de permettre aux gens d'exceller et de surmonter les défis et les troubles associés. Et c'est bon pour tout le monde, en fait, c'est de travailler sur l'estime de soi. L'estime de soi, évidemment, qui est difficile à cultiver pour tous, mais qui est encore plus difficile à cultiver lorsqu'on fait face quotidiennement avec différents défis. Donc aujourd'hui, je me suis permis de rebaptiser un peu la conférence parce que je trouvais vraiment que l'estime de soi a un pouvoir incroyable et il faut apprendre à bien connaître les conséquences d'un trouble d'apprentissage comme la dysphasie sur l'estime de soi, savoir quand, à quel moment que les défis au niveau de l'estime de soi se mettent en place afin de les contrer, et après cela, quels sont les outils concrets qu'on peut mettre en place au quotidien, à l'école, pour surmonter ces défis-là et pour donner un élan aux gens, leur donner vraiment une confiance en eux. Et ce que j'ai réalisé, donc, c'est la structure aujourd'hui de la conférence. Je vais dresser un portrait que vous connaissez évidemment de la dysphasie, les défis, mais surtout, on va se concentrer sur les conséquences psycho-affectives et finalement, on va mettre l'accent sur comment bâtir l'estime de soi. Et comme je disais, ce que j'ai réalisé à travers les années, ça fait maintenant près de 20 ans que je fais ça, que je suis dans le domaine, c'est que les gens qui réussissent, qui vont surmonter les différents défis tout au long de leur parcours, c'est ceux pour qui les parents, à un certain moment, ont dit, tu sais, l'école, c'est important, il faut qu'on travaille fort pour réussir, mais il y a plus que ça dans la vie. C'est les parents qui ont trouvé et qui ont permis à leurs jeunes de développer des passions. C'est pas toujours facile de trouver des passions aussi pour les gens, mais trouver des passions, trouver des domaines dans lesquels les jeunes, les ados, les adultes vont se sentir bons, vont se sentir valorisés. Parce que quand on a un trouble d'apprentissage, que ce soit la dysphasie ou autre, il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau où on veut tellement pour notre enfant, on met tellement d'efforts que le soir, on passe 1h30, 2 heures et demie dans les devoirs. Et puis là, il y a un orthopédagogue, 2 heures d'orthophoniste, c'est tout bien ça, mais il faut faire attention. Puis après cela, la fin de semaine, on travaille fort, on travaille le samedi, on en refait un petit peu plus le dimanche, que le jeune est toujours en situation où il vit des difficultés, toujours dans des situations où il bûche pour réussir, où il travaille fort, puis où des situations aussi qui sont précaires à l'échec. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va discuter, justement, c'est de créer également des expériences positives qui sont en dehors du domaine académique, en dehors du domaine d'apprentissage, et de donner une place aussi importante à cela, qui va permettre aux jeunes de se valoriser. Également, je tiens à vous avertir qu'aujourd'hui, je ne vais probablement rien vous apprendre. Parce que comme parent impliqué, vous savez déjà, vous
connaissez déjà bien votre enfant, vous connaissez déjà probablement bien les choses que je vais vous apporter, mais ça va permettre de confirmer ces choses-là que vous savez déjà bien et les rassembler, les organiser. Et dans le fond, ce que j'espère que la conférence va vous permettre de faire, c'est de vous faire confiance, de dire, mais je le savais ça, mais je n'étais pas certain. Là maintenant, non seulement que vous le saviez, mais oui, vous aviez raison et faites-vous confiance. Je crois que un des grands outils des parents aussi, c'est les parents qui osent et qui croient en eux et en leurs enfants. Donc, sans plus tarder, on va parler, je vais débuter la présentation, donc en faisant un bref survol de la dysphasie. Comme vous savez, la dysphasie, dans le fond, ça se passe évidemment dans le cerveau. Mais si on parle d'un cerveau, un cerveau qui est plein de ressources, un cerveau qui a de bonnes capacités d'analyse visuospatiale, d'un cerveau qui a de bonnes capacités à plusieurs égards. Mais à l'intérieur de ce cerveau-là, plein de richesses, il y a des structures qui sont impliquées dans le langage. Donc, parfois dans la compréhension du langage ou l'expression du langage, et d'autres domaines qui sont associés à cela. Et ces structures-là, mais elles ne fonctionnent pas de façon optimale à l'intérieur d'un cerveau qui, lui, est optimal. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, dans le fond, le cerveau d'un jeune qui a une dysphasie, c'est un peu comme le cœur de quelqu'un qui est en parfaite santé, mais qui a un souffle au cœur. Son cœur est formé différemment pendant la grossesse, ce qui fait en sorte qu'il pourra faire un peu de jogging, qu'il pourra faire des courses, mais peut-être qu'il n'arrivera pas premier au marathon, mais tout comme moi, qui fait son demi-marathon, puis qui est bien content, puis qui est bien fier de lui à la fin du demi-marathon. Donc, je ne serai peut-être pas un Spartan, mais je peux quand même courir dans le bout dans mon demi-marathon, puis vraiment, quand j'arrive à la fin, je suis fier de moi. Mais pour moi, c'est ça, le cerveau d'un jeune qui a une dysphasie. Cette dysphasie qui touche de 2 à 4 % des gens. Donc, avoir une dysphasie, évidemment, il faut faire attention à tous les préjugés. Une dysphasie, ce n'est pas causé par une déficience intellectuelle. Comme je dis, c'est des jeunes, des adultes pleins de ressources, pleins de potentiel et qui peuvent atteindre ce potentiel-là. Et aujourd'hui, justement, en cultivant l'estime de soi, on va leur permettre d'atteindre leur potentiel. C'est des gens, évidemment, la dysphasie n'est pas causée par un problème auditif, on le sait. Ce n'est pas causé parce que le milieu familial n'est pas adéquat. Bien au contraire, hein? On a des milieux familiales qui sont encadrants, qui sont soutenants, et souvent des écoles, des milieux scolaires qui s'impliquent aussi. Même dans ces contextes-là, la dysphasie va persister. Ce n'est pas par un manque de stimulation, ce n'est pas causé non plus par le bilinguisme. Comme je disais, c'est quelque chose qui est génétique et qui se met en place lors du développement pendant la grossesse. On va parler généralement de 3 grandes catégories de dysphasie. C'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, mais aujourd'hui, on garde ça simple pour pouvoir se rendre au bulletin de la conférence. Mais c'est important quand même de s'arrêter quelques instants pour savoir que pour certaines personnes, le problème qu'ils vont avoir ou les défis les plus importants, c'est la compréhension de la langue, comme vous savez, comprendre la subtilité des mots, comprendre ce que les gens peuvent nous dire. Pour d'autres, c'est l'expression. Arriver à soit bien organiser ces mots, soit bien faire les sons pour que les gens puissent bien nous comprendre. Et il y a des gens, pour la plupart, qui ont en fait une manifestation de dysphasie qui est tant sur le plan de la réception, donc de la compréhension du langage ou de l'expression du langage. Les manifestations varient beaucoup d'un individu à l'autre. Il n'y a pas 2 jeunes avec le même profil d'apprentissage, les mêmes ressources, les mêmes capacités. C'est pour cela qu'il faut des évaluations exhaustives en orthophonie, des évaluations en neuropsychologie, souvent un soutien en ergothérapie, étant donné des différentes manifestations. Les orthopédagogues également sont les grands alliés des jeunes qui souffrent de dysphasie. Donc, lorsqu'on parle des différentes
manifestation, des fois, pour certains, c'est de produire des sons, alors que pour d'autres, les sons sont tout à fait bien produits. Je ne vais pas passer au travers tous ces éléments-là. Des fois, c'est un discours qui est moins bien structuré. Des fois, c'est de la difficulté à exprimer ses besoins, ses sentiments, ses opinions, ses pensées. Et cet élément-là, c'est particulièrement important pour nous aujourd'hui, étant donné justement que l'estime de soi aussi passe beaucoup par cette capacité-là de dire et d'exprimer ce qu'on ressent, d'expliquer quand ça ne va pas bien à l'intérieur, d'expliquer nos inquiétudes, nos craintes, nos angoisses. Et quand on n'arrive pas à les dire, mais on ne peut pas non plus être compris. Donc, pour un parent, ça devient un défi supplémentaire également pour soutenir les jeunes. J'aime bien revenir sur cet élément-là aussi par rapport à la dysphasie, qui est le fait que nous, la structure de notre pensée dépend beaucoup des mots. Vous savez, si vous vous surprenez sur votre divan à rêvasser, à penser à quoi que ce soit, vous vous entendez parler dans votre tête. Hein? Vous pensez en mots, on pense rarement en images. Et donc, les paroles, les mots facilitent la pensée et aussi, ça nous permet également de saisir donc nos sentiments, de saisir ce qu'on vit. Donc, il y a cet enjeu-là aussi qui est important chez les jeunes qui sont aux prises avec une dysphasie. Il faut savoir qu'il y a non seulement plusieurs types de manifestations, comme on a dit plus tôt, mais évidemment, le degré de sévérité, l'échelle, en fait, peut varier. On peut avoir un trouble qui est léger, donc un débit plus lent de la parole, chercher ses mots, un discours plus simple, des phrases plus courtes, un trouble qui est plus modéré, un trouble qui est plus grave également. Donc, tout cela fait en sorte qu'on ne peut pas intervenir, hein, vous savez, de la même façon avec tous, qu'il faut adapter. L'autre chose aussi, le rôle du langage au quotidien. Au-delà des manifestations et du degré de sévérité, le langage joue un rôle à plusieurs égards. Oui, dans l'apprentissage, oui, évidemment, à l'école. Mais aussi, le langage joue un rôle dans la socialisation, les interactions sociales. Donc, vous pouvez comprendre aussi l'enjeu avec le développement de la confiance en soi. Un rôle avec la gestion des émotions, comme je vous ai dit, comprendre ce qu'on ressent. Parce que comme qu'on pense en mots, on ne comprend pas toujours nécessairement ce qu'on ressent quand les mots sont moins disponibles pour nous. Exprimer ce qu'on ressent également. Et aussi pour d'autres éléments de socialisation. Alors, les conséquences de la dysphasie, du trouble d'apprentissage sur les différentes sphères, évidemment, il y a un effet domino, n'est-ce pas? Oups, je pense que c'était fermé. Il y a un effet domino qui commence en classe de ne pas arriver à suivre le groupe. Et on n'arrive pas à suivre le groupe, mais suite à cela, on peut vivre des échecs. Si on n'a pas l'encadrement, le soutien, l'aide, la compréhension, mais c'est des échecs qui peuvent s'accumuler aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on vit des échecs à répétition, mais sentiment de dévalorisation, je ne suis pas bon, j'y arrive pas. C'est vivre un rejet également, le regard des autres sur nous, se sentir coupable de ne pas être à la hauteur des attentes des enseignants, des parents, des amis, des gens autour de nous, se faire juger ou sentir qu'on se fait juger. Peut-être être ridiculisé par les jeunes autour de nous à cause du trouble, de la manifestation du trouble, parce qu'on est un peu moins habile à communiquer, parce qu'on ne comprend pas toujours bien, ou on ne comprend pas toujours la façon que les gens s'attendraient qu'on puisse comprendre également. Avoir honte, vivre cette honte-là. Donc, on va ensemble analyser les étapes ici de cette séquence-là. Comprendre, dans un premier temps, comment est-ce que ça se met en place afin qu'on puisse, pour les tout-petits, parce que ça se met en place très jeune, à l'âge de 3, 4, 5 ans, 6, 7 ans,
ça commence déjà à se solidifier. Donc, quand on a un jeune de cet âge-là, pour s'assurer qu'on puisse briser ce cycle-là, que ça ne se mette pas en place, et quand ils sont plus vieux, mais pour déconstruire cet élément-là, et c'est ce qu'on fait aussi en clinique, pour des jeunes qui arrivent en fin adolescence, vingtaine, trentaine, qui ont construit ce cycle-là de honte, de culpabilité, de se sentir coupable, de se sentir dévalorisé, de comprendre l'origine de cela pour pouvoir, après ça, se voir d'un œil différent et de comprendre. Donc, évidemment, les conséquences, la dysphasie a un impact dévastateur alors sur l'estime de soi, sur la motivation aussi. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre que vivre ces échecs à répétition-là, à la longue, on perd la motivation. Donc, quand on voit un jeune je vais revenir sur ce point-là, que 7, 8, 10 ans, on se dit « Ah, mais il ne travaille pas, il n'est pas motivé, il n'a pas le goût, il ne met pas l'effort. » Mais oui, mais c'est parce qu'à la longue, nous, quand on se frappe le nez contre le même mur de briques, on se décourage aussi. On lâche prise un peu. C'est une réaction qui est tout à fait normale, qui est humaine. Donc, de là encore, de ne pas juger le jeune qui semble moins motivé. Sachez toujours que cette motivation-là est un symptôme de ce que le jeune va vivre. Donc aussi, évidemment, ça peut affecter la persévérance. La dysphasie peut, à cause de tout cela, causer de l'anxiété et mener aussi à des éléments, des sentiments dépressifs. Donc, avant de regarder la mise en place de tout cela, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, on peut définir ça de façon assez simple par rapport à ce qu'on vit au quotidien. L'estime de soi, c'est le regard qu'on a sur nous, la façon qu'on se perçoit, la valeur qu'on attache ou qu'on va attribuer à nous, à nos gestes, à la valeur qu'on attribue à nos compétences sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan physique également, parce que l'estime de soi peut se manifester de différentes façons. C'est un regard qu'on porte sur nous, mais quand on est jeune, qui vient souvent du regard que les autres portent sur nous. Donc, la façon que je suis perçu par mes parents, par ma sœur, par mon frère, par mes cousins, par les enseignants, par les amis à l'école, les autres enfants à l'école. Et je prends ça ensemble et je me dis, mais si les gens me perçoivent comme ça, je dois être comme ça également. Donc, l'estime de soi, elle est construite aussi par le regard des autres. Donc, c'est notre connaissance et notre conscience de notre valeur personnelle. Souvent, il y a un écart entre nos réelles capacités, notre réelle valeur et ce qu'on va percevoir à cause de l'image parfois qui est projetée ou ces échecs-là qu'on peut vivre également. L'estime de soi, c'est d'être capable de reconnaître nos forces. On a tous des faiblesses. C'est certain que si je porte attention qu'à mes faiblesses, je vais me sentir mal. Je ne me sentirai pas compétent, je ne me sentirai pas bien parce qu'on a tous cela. Mais il faut être capable aussi de mettre ces choses-là de côté et de dire, oui, bien, en plus de cela, j'ai toutes ces forces-là, j'ai ces capacités-là. Et l'estime de soi se conçoit autour de cela parce que la perception et la compréhension de nos forces, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre justement notre réussite. C'est ça qui va nous permettre d'atteindre notre bonheur aussi parce que le bonheur passe par la valorisation, par la réussite. Donc, de mettre, comme je l'ai dit en tout début, mettre l'accent sur développer la passion des jeunes, développer une passion, mettre l'accent là-dessus, autant qu'on peut mettre d'accent, si pas plus, on met l'accent sur l'apprentissage scolaire. C'est aussi important, voire plus. Et c'est la confiance, ultimement, qu'on a en ces forces-là, en nos habiletés. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs dimensions, la dimension intellectuelle, physique, sociale et émotionnelle de l'estime de soi. Maintenant, on va parler du développement de l'estime de soi. Et à travers cela, on va tenter de comprendre de quelle façon est-ce que avoir un trouble d'apprentissage comme la dysphasie, peut faire en sorte que l'estime de soi peut être affectée, que l'estime de soi ne se développe pas normalement. De quelle façon
que l'estime de soi peut être atteinte par ce trouble d'apprentissage-là. Donc, évidemment, on ne vient pas au monde avec une image préétablie de nous-mêmes. L'estime de soi est quelque chose qui est construit chez tout le monde. Les enfants apprennent à se voir, à se reconnaître à travers le regard des autres, comme je vous ai dit. Donc, l'image que j'ai de moi, elle est façonnée par les paroles, des fois qu'on pense, toutes les paroles qu'on peut dire comme parents, souvent pour encourager. Mais tu sais, si tu mettais un peu plus d'effort, tu y arriverais. Tu sais, l'autre jour, là, tu l'avais réussi. Mais quand on dit ça aussi, ça peut être perçu comme « Ah, je ne travaille pas assez fort, je suis paresseux ». Et pour faire, je le sais que c'est toujours de bonne foi que les parents, que les gens autour, que les enseignants vont dire des mots pour encourager, pour soutenir, mais il faut comprendre à la longue l'impact. Il faut faire attention aussi à l'impact de ces différents mots-là. Donc, la famille, l'enseignant, les enseignants, les amis, le regard qui est porté, les paroles, les gestes qui sont dits à notre sujet vont façonner l'estime de soi. La façon avec laquelle les gens interagissent avec nous aussi. Si on interagit avec un enfant qui a un trouble d'apprentissage, comme si c'était une poupée de porcelaine, c'est pas mieux non plus. Ça veut dire, ils ont peur, ils n'ont pas confiance que j'y arrive de moi-même également. C'est difficile, c'est compliqué. Mais faut, dans le fond, ce que je tente de faire, c'est de vous sensibiliser à ces éléments-là. Donc, le développement de l'estime de soi aussi est renforcé ou diminué par les différentes expériences de vie, en plus des interactions que je vous ai dit, du regard des autres, mais c'est le succès et les échecs. C'est important de vivre des échecs, c'est important de vivre des succès aussi, de comprendre la différence entre les deux. Avoir des responsabilités à la maison, avoir des responsabilités à l'école aussi. Savoir qu'on nous fait confiance pour nous donner ces responsabilités, mais également avoir des limites. La discipline, les privilèges font aussi partie des éléments qui vont permettre de construire une estime de soi qui est solide. Surprotection peut être un élément qui peut être un obstacle au développement normal de l'estime de soi ou un trop grand laisser-faire à l'autre extrême. Donc, pour revenir sur la discipline, les privilèges, les limites, responsabilités, qui sont des facilitateurs. Évidemment, comme facilitateur, la qualité des relations personnelles. Ici, dans les obstacles pour les jeunes aux prises avec une dysphasie, il y a les éléments de dialogue interne. L'estime de soi se développe beaucoup aussi quand on se parle, quand on réfléchit, puis on fait des petits bilans dans notre tête. On se dit « Ah, ça c'était bien fait, ça j'ai bien réussi, j'étais fier quand j'ai eu ça. Bon, ça c'était moins bon, la prochaine fois je vais me reprendre. » Donc le dialogue interne qui se manifeste vers l'âge de 7-8 ans contribue grandement au développement de l'estime de soi. Les jeunes aux prises avec une dysphasie n'ont pas accès, pour certains, évidemment, aussi facilement à ce dialogue interne. Donc, comme parents, c'est important, comme éducateur, comme enseignant, comme intervenant, de faciliter ce dialogue interne-là en extériorisant, en discutant des points forts des jeunes, de leur réussite également, de quelle façon qu'ils auraient pu s'y prendre pour d'autres éléments. Évidemment, pas juste mettre l'accent sur la réussite, mais mettre l'accent sur le processus. Vous savez cela, mais quand ça vient le temps de l'appliquer, c'est toujours un enjeu un peu plus complexe. L'estime de soi aussi repose sur les souvenirs, repose sur la mémoire qu'on a de nos bons coups, de nos réussites également. Ce qui peut être un défi lorsque la mémoire verbale, elle est moins efficace. Ce qui peut être le cas dans certains profils de jeunes qui ont une dysphasie. Donc encore là,
de ramener les souvenirs pour eux en images. On a pris des photos des réussites, on a pris des photos de différents événements et de regarder cela en famille, de commenter ça en famille. Déjà à l'âge de 7 ans, 7-8 ans, arriver à être cette prothèse pour ce dialogue interne qui est moins efficace, ce soutien visuel également. Donc, on parle de développer une estime de soi chez les plus jeunes pour s'assurer qu'on met les choses bien en place, mais ici, on a des moyens concrets pour le faire. Évidemment, il faut se rappeler que l'estime de soi, c'est un processus continu dans toutes les sphères de la vie, à l'école, à la maison, dans les loisirs, en famille, les interactions sociales et à tous les âges. Et donc, quand et de quelle façon est-ce que la dysphasie ou un autre trouble d'apprentissage peut entraver, peut affecter l'estime de soi? Vous savez, on a tous, et ça, là, ce que je vous dis, c'est le pain, le beurre des psychologues. Psychologie 101, on a tous un besoin fondamental d'être valorisé. On a tous un besoin fondamental de sentir qu'au regard des autres, on vaut quelque chose, qu'on est important et qu'on est perçu comme étant bon. Donc, la valorisation. Et cela, évidemment, à tous les âges, qu'on soit petit, qu'on soit plus grand, que ce soit notre conjoint qui est moins fier de nous, qu'on sent que leur regard, ou même le regard de nos enfants par rapport à nous, comme parents, je peux vous le dire, des fois, on se dit « Oh boy, pas trop fier de moi, là », puis on ne se sent pas bien. Le regard de notre employeur par rapport à nous également. Ça, c'est un besoin qui est fondamental et surtout en jeune âge, qui permet de construire notre confiance en nous. Et c'est tellement ancré dans notre ADN, réellement, dans l'ADN, que peut-être si vous pensez à vos jeunes, dans les premiers souvenirs que vous pouvez avoir, c'est ces fois que le jeune vient courir vers vous après avoir gribouillé quelque chose sur un bout de papier, faire un semblant de dessin absolument qui représente absolument rien, puis dire « Regarde maman, regarde papa, regarde ce que j'ai fait », puis ils sont donc fiers de vous le présenter, parce qu'ils ont besoin de se faire dire, ils ont besoin d'entendre « C'est donc beau, je suis donc fier de toi ». Les jeunes ont besoin de cela. C'est pour ça encore qu'à l'âge de 8-10 ans, que ce soit en classe, que ce soit vous à la maison, lorsqu'on fait des évaluations en clinique, quand on donne des bonhommes sourires, des collants, ça marche. Les gens, cette fierté-là, savoir qu'on est fier d'eux, ça fonctionne. Pour développer, c'est la nourriture de l'âme, ça permet de développer l'estime de soi. Mais qu'est-ce qui se passe chez un jeune qui déjà en maternelle, où on est vraiment là, dans un environnement, là, un microcosme là, de valorisation. « Hey Arthur, c'est bon, tu as récité l'alphabet, les 10 premières lettres de l'alphabet, je suis fier de toi. » Là, on va toute la classe, devant la classe, on valorise Arthur parce qu'il a bien réussi. On valorise les jeunes, on leur met les étoiles, les bonhommes sourires. Et puis, on a un jeune qui est aux prises avec une dysphasie qui, lui, essaye, travaille fort, travaille très fort. En fait, il travaille plus fort que les autres parce qu'il a besoin d'être valorisé. Il voit les autres jeunes autour de lui qui se font dire « T'es bon, ah, je suis donc fier de toi. » Et le jeune qui a une dysphasie, ou qui est aux prises avec tout autre trouble d'apprentissage, ne va pas vivre cet élément-là de valorisation de la même façon. Donc, évidemment, rendu à 5-6 ans, il ne va pas se décourager. Non, ce qu'il va faire, là, c'est que c'est tellement important, la valorisation, c'est qu'il va travailler encore plus fort. Donc, plus de temps, plus d'énergie pour pouvoir briller, pour pouvoir se faire dire à quel point qu'on est fier de lui. Mais malgré ces efforts-là, quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est là qu'on a un des premiers défis qui vient faire atteinte à l'estime de soi, c'est la perte de motivation. Quand l'effort ne suffit pas pour être valorisé, parce que ça ne nous permet pas d'atteindre la même réussite que les autres jeunes en classe.
Et là, donc, la perte d'estime de soi. Quand le message que les jeunes entendent, c'est peut-être des jeunes, des autres jeunes autour de lui, mais tu sais, peut-être que, bon, mais tu ne réussis pas parce que tu es moins intelligent. Les jeunes se disent des choses comme ça, vous le savez. Ou le jeune qui se fait dire par des parents ou des enseignants avec plein de bonnes intentions, tu sais, Arthur, si seulement tu travaillais plus, si tu mettais un peu plus d'énergie, je sais que tu peux y arriver. Je le sais que tu peux y arriver. Mais là, il se fait dire, dans le fond, c'est parce que je ne travaille pas assez fort. Mais lui, il travaille fort, il bûche, là. Ça fait 2 ans qu'il bûche, qu'il travaille fort pour pouvoir être valorisé et tout cela. Et donc, malgré ces efforts-là, il se fait dire que, ben, s'il travaillait encore plus fort, peut-être qu'il y arriverait. Donc ça, évidemment, perte de motivation, perte d'estime de soi, comme je vous ai dit, nous aussi, on se découragerait. Là. À force de même mettre l'effort, puis travailler fort, puis on se bute le nez contre le même mur de briques, on lâche, on abandonne. Donc, ultimement, et ça, c'est le pire élément, c'est la perte d'espoir. Cette idée que malgré tout ce que je peux faire, j'y arriverai pas. Et on sait en fait que l'espoir est l'élément le plus puissant qu'on a pour assurer notre survie. Hein? On va voir, par exemple, il y a des études qui ont été faites chez des gens, par exemple, qui ont été perdus en mer. Et ceux qui ont réussi à survivre, c'est ceux qui gardaient espoir qui était pour être trouvés. C'est ceux qui gardaient espoir qu'ils survivraient. Donc, cet espoir-là leur donnait les ressources, l'énergie, leur donnait les stratégies. Donc, l'énergie pour aller développer ces stratégies-là qui leur a permis de survivre. Donc, quand j'ai espoir que je vais y arriver, je continue à me battre. Mais quand je perds espoir, je me dis, regarde, malgré tous mes efforts, malgré tout ce que je fais, ça ne donne rien, mais je ne me bats plus. Donc, c'est un autre élément que je vous demande de vraiment garder en tête, que ce jeune-là continue à croire en lui et avoir cet espoir-là qu'il peut réussir. Ce qu'on sait ici, qu'on a vraiment un cycle qui se met en place, un cycle vicieux qui, à la longue, va faire en sorte que le jeune va se décourager, va perdre espoir. Les difficultés scolaires, à cause du trouble d'apprentissage, qui peut causer de faibles résultats, des échecs, une première fois. Après cela, en place, j'ai de la peur, des inquiétudes, inquiet de décevoir, peur de ne pas réussir. Donc, des diminutions de même de mes attentes. Mais finalement, je n'y arriverai pas. Si je pense que je n'y arriverai pas, je vais mettre moins d'efforts parce que malgré mes efforts, ça ne me donne rien, donc je vais travailler moins fort aussi. À cela se rattache l'anxiété et cette boucle-là qui débute vers les âges de 6, 7, 8 ans et qui se met en place et qui roule. Et souvent, ce que je vois en clinique, lorsque les personnes arrivent et que cette boucle-là est mise en place pendant plusieurs années, donc des adolescents, des jeunes adultes, des adultes un peu plus vieux, dans la trentaine, c'est des gens qui me disent, tu sais, à l'école, je n'ai pas réussi, bon, probablement, il y a différentes raisons, c'est certain, bon, je réalise, j'ai un trouble d'apprentissage et tout cela, mais c'est parce que je n'ai pas travaillé assez fort. Et pourquoi qu'ils se disent ça? Ils se disent ça parce qu'à un certain moment, ils ont abandonné. Ils disent, la raison pour laquelle je n'ai pas réussi, c'est parce que j'ai abandonné, c'est parce que j'ai décroché. Et ils se sentent coupables pour ça, sans réaliser que ce n'était pas un geste volontaire, c'était un moyen de se défendre. C'est un moyen de se défendre, de dire, mais ça me donne quoi si je n'y arriverai pas? Puis c'est plus facile des fois de dire, je ne vais pas réussir parce que je n'ai pas travaillé, que je ne vais pas réussir parce que je ne suis pas bon aussi. Hein? Donc c'est bien important de valoriser l'effort sans non plus brûler les jeunes, sans qu'on tombe dans le panneau, et j'ai encore évidemment consulté, je consulte des parents me consultent régulièrement cette semaine, encore des parents, mais formidables, qui veulent tellement pour leurs jeunes. Et la mère me disait, et je pensais que c'était une affirmation, je n'avais pas compris, mais c'était une question qu'elle me posait. Elle me dit, alors,
quand le jeune a fait 1 heure d'orthopédagogie le soir, moi, je continue à faire 1 heure et demie de devoir avec. Puis là, je pensais que c'était une affirmation, puis là, mais c'est une question, parce que c'est ce qu'elle fait, mais c'est plein de bonnes intentions, là. On ne peut pas rien reprocher à cette mère-là qui travaille fort et qui met de l'énergie, mais il faut comprendre que c'est ces choses-là qui peuvent brûler aussi les jeunes. Donc, de penser à notre système de valorisation aussi, et ce sur quoi on veut mettre l'accent. Parce que dans l'ensemble, ce que le jeune va vivre, là, ces 3 étapes-là que je vous ai dit, la perte de motivation, la perte d'estime de soi, surtout la perte d'espoir, ce cycle vicieux qui se met en place, mais évidemment, les conséquences sont les suivantes. Les conséquences, c'est l'évitement, éviter l'école, donc psychosomatisation, des maux de ventre, avoir mal au cœur, mal dormir aussi. Donc, ces choses-là qui vont faire en sorte que même en classe, ça vient amplifier là, le problème. En classe, je vais être encore moins disponible, n'est-ce pas? Donc, perte d'appétit, troubles de sommeil, irritabilité, agressivité. Sachez que les comportements chez la plupart des jeunes qui ont un trouble d'apprentissage, la plupart de ces jeunes-là n'ont pas de trouble de comportement, n'ont pas de trouble d'opposition. Ils vont manifester de l'opposition à un certain moment, que ce soit de l'opposition active. Non, je ne veux pas, c'est physique, ou de l'opposition plus passive. Hein? Mais c'est un symptôme, ça également. C'est un symptôme de ce qu'ils vivent. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas les identifier, les étiqueter comme « Ah, ben lui, là, il est agressif. Ah, lui, c'est un petit opposant. » et tout cela. Il faut faire attention, c'est des symptômes, ce n'est pas des caractéristiques du jeune. Les troubles d'opposition sont en fait très, très rares. Le repliement sur soi aussi. Faible tolérance à la frustration, évidemment. Hein? Le moindre élément qui peut nous faire déclencher va réussir. Hein? On a la mèche courte, les sautes d'humeur, l'habileté émotionnelle. Donc, tout cela ensemble peut dresser un portrait émotif de quelqu'un qui va vivre ces échecs à répétition-là et cette perte, évidemment, d'estime de soi et d'espoir. Et donc, les conséquences associées à cela, c'est souvent un trouble d'anxiété. Donc là, on vient, à cause de tout cela, un trouble d'apprentissage qui est un trouble de communication, un trouble de langage, devient amplifié. Et à cela se rattachent d'autres éléments qui n'appartiennent pas directement à ce trouble-là, comme l'anxiété. Anxiété parce que je suis inquiet. Anxiété parce que j'ai peur de répondre aux questions en classe, parce que j'ai peur d'être pointé du doigt. Les examens, les contrôles vont me causer de l'anxiété. Travailler en groupe, lire à voix haute également. Les conséquences, c'est évidemment la peur, c'est de paralyser, c'est la perte de contrôle également. Donc, ils vont venir amplifier les difficultés parce que je remarque souvent avec des jeunes qui ont un trouble d'apprentissage, quand on regarde leur potentiel, ce qu'ils peuvent faire, c'est souvent à la longue, si on n'a pas travaillé sur ces éléments-là, c'est souvent diminué par la peur. La peur devant l'examen, toutes les questions qui sont là, un examen que ce jeune-là pourrait réussir s'il était adapté à lui. Et ça, on le comprend très bien. Les parents, vous le savez, les intervenants, on le sait. Et je pense qu'un bon pourcentage des enseignants le savent aussi, mais c'est souvent les ressources ou l'organisation des ressources qui est un problème. Et peut-être, oui, je vois des visages, peut-être dans le cas, et je suis d'accord avec vous, certains enseignants peut-être le voient un peu moins. Mais je crois en général que les gens sont de bonne foi dans la mesure où c'est plutôt les ressources qui vont manquer dans le type, et aujourd'hui on ne va pas parler de cela, des recommandations, mais d'avoir une évaluation individuelle avec un jeune, au lieu de l'évaluer en groupe. Donc, de pouvoir lire les questions, veiller à la compréhension et tout cela. Et on sait que lorsqu'on vient contrôler ces éléments-là, évidemment, le potentiel, on peut avoir accès au plein potentiel du jeune. Donc, il faut juste garder en tête que lorsqu'on a un jeune qui a une dysphasie, les résultats et sa performance, si ce cycle-là
qui atteint l'estime de soi, qui atteint, évidemment, qui crée de l'anxiété, s'est mis en place, mais ce qu'on va évaluer, ça ne sera plus juste, évidemment, ce qui est affecté par le trouble du langage, mais par beaucoup plus. Donc, les préjugés aussi, face à leurs différences, peuvent avoir un impact sur l'estime de soi. Donc, l'enfant qui parle peu peut sembler désintéressé, peut sembler détaché alors que ce n'est pas le cas. Évidemment, l'enfant qui communique difficilement, donc, peut être perçu par certains comme un enfant qui a un moins bon potentiel intellectuel, alors qu'on sait que c'est faux, mais on associe souvent le langage à cela. Donc, c'est une autre couche qui peut venir affecter l'estime de soi et qui, ultimement, peut causer de l'anxiété. Donc, ce sont des préjugés qui vont mettre des bâtons dans les roues de ces jeunes-là, qui va faire en sorte qu'ils peuvent avoir un peu moins le goût de foncer. Donc, comme parents, on veut s'assurer, puis on veut être là à côté d'eux pour qu'ils puissent foncer, qu'ils puissent aller de l'avant. Donc ça, c'était comment que ça se met en place chez les jeunes. Les étapes de la mise en place, de la construction de l'estime de soi, dans un premier temps que je vous ai présenté. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est de quelle façon que la construction de l'estime de soi, que le développement de l'estime de soi peut être affecté par un trouble d'apprentissage comme la dysphasie. C'est certain que là, je vous brosse un portrait qui est très sombre, qui est encore là très variable d'individus à d'autres, et qui n'est pas nécessairement la réalité de vos enfants selon le contexte, selon aussi l'implication des enseignants, selon aussi l'accent qu'on met pour développer d'autres compétences. Et donc, chez ces adolescents-là qui ont développé ce fameux cycle vicieux-là, donc ce portrait qui est plus sombre, qu'est-ce qui se passe? Mais évidemment, ce qu'on voit généralement, ce que les études nous indiquent, c'est qu'il y a à peu près deux voies, deux directions que les adolescents pour qui on ne va pas plus valoriser l'effort, pour les adolescents qu'on ne va pas déconstruire ou empêcher la construction de ce cycle vicieux-là, mais c'est des comportements plus extravertis, des comportements plutôt vers la délinquance. Et à l'inverse, les jeunes peuvent soit développer des comportements plus introvertis, donc isolement, repliement sur soi. Donc, dans un certain cas, des éléments de délinquance qui peuvent se poursuivre aussi à l'âge adulte. On sait que les milieux carcéraux sont malheureusement surreprésentés par des gens qui ont un trouble d'apprentissage, sont surreprésentés par des gens qui ont par exemple un trouble du déficit de l'attention, un trouble d'apprentissage, une dyslexie, une dysphasie. Et probablement, une des explications, c'est que leur vécu émotionnel a fait en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement eu les ressources pour pouvoir voir cet espoir-là et croire en eux. Et donc, nous, comme parents, on peut apporter cette structure-là pour s'assurer et veiller à ce que nos jeunes ne prennent pas une de ces deux voies-là. Et c'est ce que j'ai remarqué en clinique. C'est ce que j'ai remarqué en clinique, en fait, c'est les jeunes qui arrivaient vers l'âge de 17 ans, 25 ans, 30 ans, qui débutaient le cégep, qui finissaient le secondaire ou qui avaient des aspirations et avec un trouble important d'apprentissage. Donc, malgré ce trouble important-là, qu'on parle d'une dysphasie, qu'on parle d'un trouble dans le spectre de l'autisme, qu'on parle d'une dyspraxie importante, une dyslexie plutôt grave, ces jeunes-là qui réussissent sont des jeunes, comme je vous ai dit, je me répète, mais qui excellaient dans quelque chose. J'ai vu des gens, par exemple, qui se valorisaient à travers l'équitation. On faisait des compétitions d'équitation. D'autres, c'est à travers les arts visuels et graphiques. D'autres, à travers le chant. Peu importe, le sport. Et c'est ces jeunes-là qui ont développé cette passion-là. Je le répète beaucoup, mais pour moi, je crois que c'est le nerf de la guerre pour nos jeunes, de mettre l'accent autant, si pas plus, sur ces choses-là.
Donc, comment est-ce qu'on va? Maintenant, on arrive dans la dernière partie de la présentation, c'est comment est-ce qu'on fait pour bâtir l'estime de soi. La première chose, évidemment, c'est de reconnaître où on est pour notre jeune dans le stade du développement de l'estime de soi. J'ai un jeune de 8 ans, j'ai un jeune de 12 ans, j'ai un jeune de 15 ans, de faire une réflexion à voir qu'est-ce qui s'est mis en place. Est-ce que j'ai des éléments d'anxiété? Est-ce que le jeune croit toujours en lui? Est-ce que le jeune se perçoit toujours d'un œil positif ou pas? Est-ce que c'est équilibré, la perception qu'il a de lui ou qu'elle a d'elle-même? C'est bien important de pouvoir analyser, de voir où le jeune se situe afin de s'assurer qu'on peut se mettre en place vraiment les meilleures stratégies pour développer l'estime de soi du jeune, de façon à lui donner la force, à lui donner la capacité là, de surmonter ces grands défis. Donc, l'estime de soi, évidemment, c'est de bâtir la confiance. Juste m'assurer que j'étais à la bonne place, oui. Donc, cultiver l'estime de soi, comme je l'ai dit, c'est un processus qui est continu dans tous les domaines, dans tous les environnements, tout au long de la vie, tous les contextes, et ça nécessite la mise en place d'un ensemble de stratégies. C'est fragile, hein? Même pour nous, c'est quelque chose de fragile. Pour nous, je veux dire, l'adulte qui a assez bien, que plusieurs réussites et tout d'un coup, un échec au niveau de la vie de couple peut détruire l'estime de soi de quelqu'un qui allait relativement bien avant cela. Je pense que j'ai perdu le micro, mais ma voix porte assez. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas tout à fait, c'est pas toujours gagné nécessairement. C'est quelque chose sur laquelle on doit continuer de travailler. Donc, pour bâtir l'estime de soi, il faut faciliter la communication. Il faut aussi prendre conscience de nos talents et d'exploiter ces talents-là. Il faut aider l'enfant aussi à s'accepter et à se connaître. Notamment, il y a des éléments qu'il faut comprendre qu'on ne pourra pas changer et d'accepter cette réalité également. De créer des expériences positives pour le jeune. Et ça, créer des expériences positives, ça se fait de différentes façons. Ça peut être dans les choses les plus simples également. Souligner les réussites, mais aussi valoriser l'effort. Plus tard, récemment, j'avais un parent qui me disait « Ah, aujourd'hui, les jeunes à l'école, on ne peut plus mettre un X. Un X, avant, quand tu avais un X, c'est que tu n'avais pas réussi. Maintenant, on met des crochets parce qu'un X, c'est négatif. Et quand ils réussissent, là, c'est une étoile. » Elle dit, ben moi, quand c'est pas bon, il faut que mon enfant apprenne cela. Et ce que je réalisais, c'est que pour ce parent-là, le concept de juste l'effort qui était investi dans le travail, juste la compréhension de valoriser cela, ça ne faisait pas partie de la réalité. Je vous avoue que j'aurais échoué mes mathématiques secondaire 5, moi, si c'était la réussite qui était importante. Je me rappelle d'examens sur lesquels je suis arrivé à la fin avec la mauvaise réponse probablement sur chacune des questions, mais par contre, le processus, les étapes, ont fait en sorte que j'ai réussi à avoir un 78% sur mon examen ministériel de secondaire 5 en mathématiques, même si j'avais échoué à toutes les questions. Mais on valorise, mais aussi savoir comment se rendre là, savoir quelles étapes prendre également. C'est important de valoriser cela. Donc, pour bâtir l'estime de soi, pour moi, évidemment pour nous tous, il faut comprendre que dans notre réalité, une des thérapies les plus importantes, c'est la communication. Quand on va voir un psychologue, on n'a pas besoin toujours de voir un psychologue, quand on jase avec des amis, quand on va prendre un café avec quelqu'un parce qu'on a un problème, on peut se donner un micro. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la communication, hein?
c'est comme ça qu'on va exprimer ce qui est difficile pour nous. Et donc, cette thérapie-là qui nous permet d'évacuer nos frustrations, d'apaiser la colère, de maîtriser aussi certains comportements, faut s'assurer tout de même de l'utiliser avec nos jeunes ayant dysphasie, de créer des moments privilégiés où on peut communiquer. Parce que, faut faire attention comme parent, on est vraiment dans une position difficile où on veut tellement qu'ils réussissent à l'école, on veut tellement travailler fort pour leur donner les moyens que la majeure partie du temps qu'on passe avec le jeune, c'est un temps où on travaille ensemble sur les problèmes scolaires et tout ça, et on n'a plus de moments privilégiés où on fait juste écouter le jeune. L'écouter, même si on sait que parfois la communication, mais elle est plus difficile, donc de redévelopper cette patience-là. Hein? Cette patience qui aussi est importante et qu'on perd à la longue. Et je vous parle sur un plan personnel, il n'y a personne dans ma vie personnelle, j'ai personne qui a une dysphasie, mais il y a quelqu'un qui a une aphasie. Donc, c'est un trouble du langage qui est acquis suite à un accident cérébral. C'est un parent près de moi qui, à cause de l'aphasie, a développé un problème très, très grave de communication qu'on entend à peine et qu'on doit demander plusieurs fois qu'il se répète. Et là, ce qu'on réalisait, c'est qu'ultimement, depuis les dernières années, c'est juste s'asseoir pour l'écouter parler, on ne le fait plus. Et lui, il ne le fait plus non plus parce qu'il se décourage, mais là, c'est qu'il n'arrive plus à exprimer ses émotions, qu'il garde en dedans. Donc, de recréer, c'est ce qu'on a décidé de faire, en fait, avec cette personne-là, c'est de lui donner des moments où on s'assoit puis on l'écoute avec patience. Parce que oui, des fois, ça peut être difficile, même comme parent et comme quelqu'un de qui on est très, très proche et qu'on aime beaucoup, de se dire, bon, là, on va prendre là, 1 heure, 3/4 d'heure, et puis c'est sa place pour s'exprimer. Et donc, ça, c'est bien important. Donc, la communication demeure une thérapie essentielle qu'il ne faut pas oublier. Donc, nourrir ces moments privilégiés-là. Aidez votre enfant à communiquer avec vous également dans cet espace-temps-là, ce moment privilégié-là. Donc, que ce soit en choisissant un moment particulier. Donc, toujours communiquer avec... Ça fonctionne? OK. Toujours communiquer avec votre enfant et l'aider également alors à s'exprimer. Donc, être à l'écoute, éviter le jugement, de ne pas être sur la défensive, évidemment. Comment est-ce qu'on est à l'écoute? Mais aussi, c'est de faire des reflets sur ce qu'ils vont exprimer dans leur non-verbal. Parce qu'on sait qu'ils vont arriver à dire certaines choses, évidemment, mais qu'un 80% de la communication, chez à peu près tout le monde, qui se passe par le non-verbal. Donc, de valider aussi. Et c'est ce qu'on fait avec la personne que je vous dis, dans mon environnement, dans ma vie, qui a une aphasie, c'est qu'on va regarder son non-verbal et on va dire « Là, je pense que tu n'es pas content. Hein? » Puis, qui peut s'exprimer là-dessus et ça lui fait du bien également. Donc, également d'essayer de décoder, de laisser un espace pour le non-verbal. Donc, stimuler également, si on passe à un autre élément du développement de l'estime de soi, pour bâtir l'estime de soi, c'est de stimuler l'expression créative. Et ça, c'est redondant avec ce que je vous ai dit, de tenter de trouver une passion, de développer une passion chez votre jeune. Autre chose, il faut connaître le jeune, apprendre à connaître. Plutôt, j'ai dit, aider votre jeune à se connaître, mais pour l'aider à bien se connaître, il faut aussi bien connaître notre jeune. Donc, ses désirs, ses ambitions, ses rêves. Et on fait ça comment? Par les moments privilégiés qu'on va créer ensemble, où on va lui permettre, on va lui laisser un espace pour s'exprimer, où on va avoir la patience, l'écoute.
connaître ses forces, connaître ses besoins. Les passions passent par les forces aussi. Connaître également les limites, les difficultés, pas avoir peur des nommer pour pouvoir aussi apprendre à les accepter et les surmonter. Connaître surtout et parler des angoisses, des inquiétudes. Ce qui est bien important, et surtout les gens dans notre vie qui ont peur, et c'est le cas de vos enfants également, qui ne veulent pas vous donner le fardeau de leurs angoisses ou de leurs inquiétudes et qui vivent avec ça. Ils sont aux prises avec cela. Ils ne veulent pas vous en parler parce qu'ils savent que, comme Laurent, la personne autour de nous dit, je sais que je vous en fais vivre. Donc, la dernière chose qu'il veut, c'est d'alourdir cela en nous parlant de ses inquiétudes, de ses angoisses. Donc, il faut aussi laisser une place à cela. Porter une attention particulière à la qualité de la relation, maintenir un bon sens de l'humour, faire attention, nous, de ne pas véhiculer, de ne pas vivre cette frustration-là. Et des fois, quand on a du mal à saisir ce que quelqu'un veut nous dire, mais on peut aussi vivre une certaine frustration. Donc, il faut prendre un peu de recul par rapport à cela. Être capable de rire de soi-même et ensemble de rire des situations. Donc, de dédramatiser aussi tout cela. Il faut être un adulte en qui le jeune puisse avoir confiance par cet amour-là inconditionnel, cette valorisation-là. Il faut que le jeune ait confiance en vous. Ça, c'est un des piliers de la construction de l'estime de soi, avoir confiance en moi, avoir confiance aux autres autour de moi également. Et ça demeure, il faut être un confident. Être calme et contrôler vos inquiétudes également va faire en sorte que le jeune, il ne faut pas aller alimenter ses inquiétudes. Donc, les inquiétudes que vous avez par rapport à... Comme parent, je le sais, quand on a des enfants, ce qu'on s'ajette, là, qu'il y ait un trouble d'apprentissage ou pas, c'est des inquiétudes à vie. On a 2 enfants, c'est multiplié par 2, on s'inquiète toujours. Ma mère, j'ai mi-quarantaine, ma mère encore plein d'inquiétudes par rapport à moi. Puis moi aussi par rapport à mes enfants. Donc, c'est ça, être parent. Mais il faut faire attention de ne pas transmettre nos inquiétudes aussi, parce qu'on vient alimenter leurs inquiétudes. C'est pas facile, hein? Je le sais. Donc, acceptez votre enfant comme il est, ça, je suis certain que vous le faites déjà. Mais il faut juste faire attention des fois aux gestes, aux paroles. Aider aussi l'enfant à s'accepter et, comme j'ai dit, à se connaître. Donc, il est important de comprendre que l'on peut développer une bonne estime de soi en dépit de nos limites, en dépit de tout cela, mais il faut aussi accepter ses limites et connaître toutes ses forces également. Gérer l'anxiété. Gérer votre anxiété, mais permettre aussi à votre enfant de gérer son anxiété. Et cela, ça a l'air tellement banal quand je dis cela, mais c'est quelque chose que je remarque en clinique, en pratique, que très peu de gens qui vont porter une attention sur ce que le jeune vit sur le plan de l'anxiété et comment est-ce qu'on peut arriver à mieux gérer cela aussi. Il y a des trucs pour cela, parce que c'est quelque chose qui va évidemment l'aider quand il est face à des situations comme des examens, des contrôles, lorsqu'il va devoir appliquer pour son premier emploi également. Donc, trouver des trucs, des stratégies pour gérer l'anxiété. Il faut commencer ça vraiment à un très jeune âge, de trouver ces moyens-là. Donc, contrôler les facteurs de stress, aider le jeune à trouver des façons à se calmer, préparer le jeune pour les changements, familiariser le jeune avec de nouvelles expériences aussi, on en discute. On parle des choses qui peuvent nous faire peur avant, on se prépare. Minimiser aussi le nombre de changements quand on peut. Gestion de la colère aussi. Vous savez, plus tôt j'ai parlé des manifestations qui peuvent sembler comme des manifestations d'opposition, des troubles de comportement, et c'est souvent un élément qui ressort chez les jeunes aux prises avec une dysphasie. C'est un préjugé
qui était très présent avant, qu'on me rapporte encore aujourd'hui, où on va me dire, même mon jeune est plutôt étiqueté comme quelqu'un qui est agressif, qui est opposant à l'école. Et pourquoi? Parce que quand on n'arrive pas à bien s'exprimer, mais l'expression va surtout sortir par la frustration et la colère. Donc, évidemment, ce n'est pas un jeune il n'y a pas de trouble de colère, il n'y a pas de trouble d'opposition, mais il y a ce trop-plein-là qu'il vit. Donc, il faut lui permettre aussi de gérer cette colère-là, la reconnaître et de dire, mais c'est normal que tu sois fâché, hein? Dans telle et telle circonstance, mais de quelle façon est-ce qu'on peut gérer cela de façon plus optimale également? Les routines sociales, établir ces routines sociales qui vont minimiser les changements, qui vont rassurer également le jeune, développer le plaisir dans la communication, développer, donc dans les 5 dernières minutes, je crois que je vais y arriver, donc de travailler sur la confiance en soi. J'ai confiance en moi. Comment? Les moyens, bien, montrer aux jeunes que vous avez confiance en lui. Hein? Rappelez-vous, au début, on a dit le développement de l'estime de soi, de la confiance en soi, se développe par le regard des autres. Et les yeux les plus importants qui sont posés sur le jeune sont les yeux de ses parents, n'est-ce pas? Si vous avez confiance en lui, et après cela, évidemment, les parents, après cela, c'est les enfants, les amis à l'école, mais si vous avez confiance en lui, on va l'aider à développer cela. Donc, donnez-lui des responsabilités qui sont valorisantes, de réelles responsabilités. Impliquez votre enfant, impliquez-le dans les décisions familiales. Partagez des secrets avec votre jeune pour qu'il se sente « Hey, wow, c'est privilégié, on a confiance en moi. » Aidez votre enfant à identifier, exprimer ses besoins. Valorisez-le. Pas avoir peur de dire qu'on est fier de lui. L'aider à accepter les compliments. On a tous du mal avec cela. Hein? Les jeunes également. Amenez votre enfant à accepter aussi ses erreurs. Le sentiment d'appartenance est important qu'on parle du sentiment de l'appartenance familiale, mais à l'école également. Donc, il y a des choses, je crois, qu'on doit faire à travers ce que je propose aux parents, qui est un outil essentiel dans le milieu scolaire, et je crois qu'il y a des conférences aujourd'hui par rapport aux interventions en milieu scolaire, qui est le plan d'intervention adapté qu'on devrait avoir, que tout jeune ayant une dysphasie doit avoir et qui doit être révisé 2 fois par année, au début de l'année scolaire, mi-septembre, au début octobre, et au retour des fêtes, de mettre à jour ce plan d'intervention qui est une feuille de route. Une feuille de route qui présente les besoins de votre jeune et les outils, les trucs et les stratégies. À l'intérieur de cette feuille de route-là, on peut aussi avoir des éléments pour développer le sentiment d'appartenance scolaire, pour qu'il y ait des responsabilités en classe, des responsabilités à l'école également. Créer des expériences positives, comme je l'ai dit, dans tous les environnements. On doit créer des expériences positives. Donc, des situations qui vont faire vivre des succès à votre jeune. Ça, c'est le message que je répète beaucoup aujourd'hui, mais qui, pour moi, est très important. Et souligner ces expériences positives-là, parce que, rappelez-vous, un des éléments qui est difficile pour un jeune avec une dysphasie, c'est le dialogue interne. Le dialogue interne, donc de me parler et de me rappeler que je suis bon, que j'ai des réussites, est plus difficile. Donc, en soulignant cela, je deviens cette prothèse de dialogue interne, le soulignant avec des photos, avec des paroles, en discutant aussi. Valoriser l'effort, comme je vous ai dit également, et apprendre votre jeune à se voir d'un œil positif, hein? Que votre chaton se voit comme un vrai lion. Montrez-lui à se voir lui-même d'une façon positive, d'identifier, de verbaliser ces caractéristiques positives, qui s'entendent les dire. Parce que souvent, moi je les vois, les jeunes, vous aussi, ce qui sort plutôt de leur bouche, c'est pas tout à fait, c'est plus souvent des choses que « Ah, je suis pas bon là-dedans. Ah, j'ai pas réussi. Les jeunes, les autres pensent ça de moi. » Hein? C'est ce discours-là qu'ils développent. Et surtout, je vais terminer en vous disant
encore une fois, de mettre l'accent sur leurs grandes forces, les grandes forces des jeunes qui ont une dysphasie. Comme j'ai dit, une dysphasie, c'est un cerveau plein de ressources où on a des structures qui sont moins optimales, mais un cerveau plein de ressources qui est intelligent, qui est créatif, qui est vif d'esprit. Un cerveau, un jeune qui a un sens de l'observation également, qui est curieux, qui a le sens de l'initiative et qu'on doit maintenir et développer ce sens de l'initiative et d'autonomie. Il faut peut-être vous dire, ah, ben il n'y en a pas tant que ça, mais oui, mais rappelez-vous le mur de briques. Hein? Quand on se frappe le nez contre le mur de briques, une fois de trop, c'est des choses qu'on perd, ça, mais ce n'est pas la dysphasie qui cause ça. Désir d'apprendre, désir de réussir. Bonne logique visuospatiale, bonne mémoire visuospatiale, le désir de communiquer, de partager leurs idées, malgré le fait que c'est plus difficile. Donc, de valoriser ses forces, d'utiliser ces forces-là pour pouvoir arriver à l'atteinte de l'estime de soi. Quelques ressources que je vous ai mises, il y en a d'autres également. Et donc, selon moi, lorsqu'on a confiance en nous, nous pouvons atteindre les plus hauts sommets. Je crois qu'il y a 2 éléments clés pour surmonter tout trouble d'apprentissage, que ce soit une dysphasie, que ce soit un trouble du déficit de l'attention, une dyslexie, et c'est les aménagements qu'on peut faire en classe, dans le milieu scolaire, pour pouvoir évaluer et donner accès aux apprentissages des jeunes sans les filtres du trouble d'apprentissage. Et avec ces aménagements-là, on peut avoir une réussite géniale. Et l'autre élément, c'est de construire l'estime de soi. Ce véhicule-là qui va leur donner la force, l'énergie et l'espoir d'atteindre leurs objectifs. Merci.